Et maintenant, nous avons arrivé à la cycle de vie des EGB. Maintenant que j'ai déjà dit que la cycle de vie d'une session de bin, on a trois types de sessions de bin. On a le stateless, stateful et aussi on a le singleton. Donc pour la cycle de vie d'une session bin stateless, donc on a deux états. Donc on a n'existe pas et on a instance de la réserve prêt à exécuter une méthode. Donc, pour l'état n'existe pas, donc indique que le GB n'existe pas dans la mémoire du système. Donc l'instance EGB n'a pas encore été créée. Donc quand le serveur démarre, il place un certain nombre de GB, session stateless dans la réserve prêt à exécuter une méthode. Donc en fait, dépend de l'implémentation du serveur, quand le nombre d'instances de la réserve insuffisant, d'autres instances sont créées et ajoutées à la réserve. Donc, passage par l'état n'existe pas à la réserve instance. Donc, le conteneur de GB crée une instance en lançant new instance. Comme vous voyez ici, donc on a l'état n'existe pas, donc elle va on va créer une nouvelle instance de la session. Donc, puis la méthode session, cette session contexte qui accepte l'argument session contexte de la classe session bin. Donc, comme nous avons déjà dit, que la session bin implémente l'interface session bin qui contient plusieurs méthodes, qui contient la méthode activate et aussi la méthode session. Cette session context et on a aussi la méthode EGB create. Donc, elle va lancer la méthode setSessionContext de la classe session bin et sur le bin, il permettra au bin de connaître son contexte d'exécution. Ce produit, dont quand le serveur n'a plus besoin de cette EGB, par exemple, et si lui le manque de la mémoire, il va exécuter le EGB remove et lancer sur l'instance. Donc maintenant, comme remarque, c'est le conteneur qui décide parfois, sur proposition de client, du lancement de ces méthodes. Donc par exemple, l'appel remove du client sur le home de EGB session stateless ne lance pas EGB remove, car comme j'ai déjà dit, le stateless, c'est-à-dire il va créer un session bin pour plusieurs clients. Donc, quand un client lance remove, c'est-à-dire il ne va pas supprimer le session, car il y a d'autres clients qui utilisent le même session. Donc, sur le bin, il indique simplement que le client n'utilise plus le bin. Et le stop sur le bin, il est vrai. Donc, ce n'est pas le cas pour le bin session stateful et entité, évidemment, car le stateful, donc chaque session pour un client spécifique, chaque session pour un client. Donc, si le client décide de remove, c'est-à-dire de supprimer le session, il va le supprimer. Donc, de même, appel à create de client sur le home de GB session stateless ne lance pas GB create sur le bin, car c'est pas d'un seul client. Donc, elle ne fait que renvoyer un step pour un bin sorti de la réserve. Donc, maintenant, c'est le cycle de vie pour les EGB avec état, c'est-à-dire stateful. Donc, un EGB session stateful est dédié à un seul client pour toute sa durée de vie. Donc, elles ne sont pas échangées entre clients, même consécutivement à deux appels. Donc, elles ne sont pas conservées dans une réserve. Un EGB session stateful maintient une conversation, un workflow entre le client et le serveur, c'est-à-dire une session avec état, comme nous avons déjà fait. Donc, il y a trois états dans le stateful, de session stateful. Il y a l'état n'existe pas. Il y a prêt à exécuter une méthode et il y a passivé. Donc, l'état n'existe pas indique que le GB n'existe pas dans la mémoire du système. L'instance EGB n'a pas encore été créée, comme le stateless. On a le deuxième état, l'état prêt à exécuter. Cet état-là, donc, est l'état dans lequel le client peut utiliser le bin. C'est-à-dire, il peut utiliser le bin. Donc, l'état passivé est un état qu'on peut utiliser. Le conteneur EGB pour déposer le bin dans une zone de sauvegarde secondaire après une période d'inactivité. Dans ce cas, le bin est détruit pas
sa sauvegarde. Car comme nous avons déjà dit, que EGB Win Session Stateful maintenir une conversation entre le client et le serveur. C'est-à-dire, il va maintenir la conversation. Donc le bin pourra être réactivé. Donc comme vous voyez ici, on a l'état n'existe pas, après on a prêt à exécuter, après on a passivé. Donc si le bin pourra être réactivé, c'est cette période ne sont pas prolongées, pas. Sinon, cette sauvegarde sera détruite. Donc il va détruire la session et le bin revient dans l'état n'existe pas. Donc, la méthode create de client lance le passage de l'état n'existe pas à l'état prêt à exécuter, comme vous voyez ici. Donc, on a l'état n'existe pas. Il va faire la même chose qu'au stateless. Donc, il va créer une nouvelle instance. Il va lancer cette section contexte. Il va lancer le EGB create. Donc, dans ce cas, les trois méthodes new instance, set context et EGB create sont lancées sur le bin par le serveur. Donc maintenant, ces EGB permettant de représenter et de gérer des données enregistrées dans une base de données. Maintenant, on arrive à les entités EGB 3, c'est-à-dire ces EGB permettant de représenter et de gérer des données enregistrées dans une base de données. L'avantage d'utiliser un tel type de EGB, donc comme j'ai déjà dit, donc on a trois types de EGB. On a les sessions, comme on a déjà fait, on a les entités EGB, on a le message driven. Maintenant, on arrive à les entités EGB. Donc ces EGB permettant de présenter et de gérer des données enregistrées dans une base de données. Donc c'est pour la base de données. Donc l'avantage d'utiliser un tel type de EGB plutôt que utiliser le JDBC ou de développer sa propre solution pour mapper les données est que certains services sont pris en charge par le conteneur. Donc on va voir ça. Donc plusieurs clients peuvent accéder simultanément à un même EGB entité. La gestion des transactions et des accès concurrents est assurée par le conteneur. Donc les informations de mapping entre une table dans la base de données et un objet peuvent être définies grâce aux annotations, mais aussi par un fichier de mapping. Donc, le bin entité doit être annoté avec l'annotation entité. On va voir ça. Donc, si on veut mapper un classe avec une table de la base de données, il faut ajouter l'annotation @entité. Donc, @entité implémentée dans la classe Java Persistence Entity. Donc, l'annotation table implémentée dans la classe Java Persistent Table permet de préciser le nom de la table vers laquelle le bin sera mappé. L'utilisation de cette annotation est facultative. C'est le nom de la table correspondant au nom de la classe. Donc on peut l'utiliser, on ne peut pas. Ça dépend de le nom de la table. Et ça dépend de le nom de la classe. Donc pour mapper un champ de la table avec une propriété de bin, il faut utiliser la notation column, l'implémenté de la classe Java Persistence Column sur le getter ou sur la propriété. Donc, l'utilisation de cette annotation est facultative si le nom du champ correspondant au nom de la propriété. Si l'on a le même nom, donc on peut pas c'est facultatif. Donc maintenant on a la notation generated value. Donc par défaut, un classe ou une table dans la base de données et là un clé primaire. Donc pour générer c'est-à-dire pour générer la value de cette clé primaire, on utilise la notation generated value de la classe. Donc de la classe Java Persistent Generated Value permet de demander la génération automatique de la clé primaire au besoin. Donc on a plusieurs types de génération. Donc on a Generated Value, c'est-à-dire on va utiliser la stratégie. Donc Generation Type, on a l'identité, on a auto, on a séquence, on a plusieurs choses. Donc pour nous, on va utiliser identité, car identité, c'est-à-dire on va utiliser auto-increment. L'attribut auto, c'est-à-dire Hibernate ou GPA va utiliser une séquence unique
pour l'ID. Mais pour nous, on va utiliser identité. Identity. Donc, column, donc l'attribut, donc la notation column contient plusieurs attributs. Donc, on a le name, c'est-à-dire le nom de la colonne, de la base de données. Et on a la table, c'est-à-dire la table de la mapping si on a plus multitable. On va faire ça après. Et on a unique, donc si cette colonne est unique, donc on va faire true nullable, c'est-à-dire true ou false, insetable true ou false, on a updatable, column definition, préciser le DDL definition de la colonne, on a le nom, c'est-à-dire indique la taille d'une colonne de type chaîne de caractères, précision, et on a scale. On a plusieurs attributs. Donc le champ correspondant à la clé primaire de la table doit annoter avec la notation ID. Oui, c'est nécessaire. Si on a par exemple la classe personne qui a un champ qui s'appelle ID ou propriété attribut qui s'appelle ID, il faut ajouter la notation ID. Donc pour dire que cette propriété est l'ID de la classe. Et l'ID sur la table pour faire le mapping. Donc l'utilisation de la notation est obligatoire car un identifiant unique est obligatoire pour chaque concurrence et l'API n'a aucun moyen de déterminer le champ qui encapsule cette information. Donc le GPA ne peut pas savoir quelle propriété c'est l'ID. Donc on va l'ajouter la notation ID sur le champ. Donc une named query. Donc maintenant on arrive à named query. Donc c'est une requête nommée. Les propriétés sont utilisables au travers de simples accesseurs getters et setters. Donc, pour faire une requête nommée GPQL est une requête GPQL définie à l'aide de la notation @namedQuery. Donc le namedQuery c'est comme le SQL, mais ici on va utiliser les classes. C'est-à-dire, on va utiliser, par exemple, si on a une classe personne, on va utiliser la classe personne pour faire la requête. Donc, on utilise l'élément named query dans un fichier de mappage. Une requête nommée SQL native est une requête SQL définie à l'aide de la notation. Donc, on peut faire de la notation named native query au lieu de l'élément native query dans le fichier mapping. Donc on peut le faire. On peut par exemple exécuter des queries, soit des native queries, soit des named query. Donc named query, on va utiliser sur les classes, mais le native query, on va utiliser l'SQL. Donc la notation named query et named native query peuvent être utilisés individuellement ou peuvent coexister dans la définition d'une classe entité. Donc on peut utiliser les deux. Dans une application réelle, vous aurez probablement besoin de plusieurs requêtes nommées définies sur une classe d'entité. Donc pour une annotation named queries, de même plusieurs named queries donc si on veut utiliser plusieurs named queries, donc on peut le regrouper dans l'annotation named queries. De même, plusieurs annotations pour named native query, on peut le regrouper dans le named native queries pour définir plusieurs requêtes SQL natives nommées sur une classe d'entité. Donc maintenant, on a cet exemple-là, comme vous voyez ici. Donc j'ai la classe client. C'est-à-dire, j'ai une table de la base de données qui s'appelle client. Donc, pour faire le mapping, donc je vais ajouter, donc d'abord, comme nous avons dit, je vais ajouter la notation entité. C'est-à-dire que cette classe on va persister cette classe. Donc, cette classe doit toujours implémenter l'interface sérialisable. Et on va ajouter aussi l'ID. Notre éditeur va faire ça pour nous. Donc, il faut ajouter la notation entité et il faut aussi implémenter l'interface sérialisable. Et maintenant, comme vous voyez ici, j'ai le champ code client, j'ai l'attribut ou la propriété code client, j'ai le nom, j'ai le prénom, j'ai la date naissance. Donc, comme j'ai déjà dit, pour dire à le GPA, donc pour dire que le code client c'est l'ID, il faut ajouter la notation @id comme j'ai déjà dit. Donc voici la notation @id, c'est-à-dire le code client c'est l'ID de cette entité là.
Et pour dire la façon de génération de l'ID, donc on va ajouter generated value, comme j'ai déjà dit, generated value. Donc je vais donner la stratégie, c'est-à-dire comment on va générer cette ID. Il y a, comme j'ai déjà dit, il y a identité, c'est-à-dire le auto-increment. C'est dans MySQL, c'est-à-dire il va ajouter, incrémenter l'ID par 1 à chaque fois, il sauvegarde les données. Et on a aussi auto, c'est-à-dire il va utiliser une séquence unique et on va plusieurs choses. Mais pour nous, on va utiliser l'identité car c'est facile. Et c'est simple à comprendre. D'accord? Maintenant, le named query. Maintenant, comme j'ai déjà dit, on a le named query, donc on va utiliser le GPQL. Donc, le named query, je vais le donner un nom. Donc, le name, c'est client find by ID. Donc, je vais exécuter une query. Donc, je vais exécuter un native inquiry. Donc, je vais faire select C from client C where C.code client est égal à l'ID. Et C, c'est pas l'SQL, ici c'est GPQL, car j'utilise les classes. Ici client, ici c'est la classe client. Et select C, c'est un objet, donc select C from client, where C est égal à code client est égal à ID. Ici, il va me retourner une liste des clients, c'est-à-dire une array list des clients, c'est-à-dire liste des clients, liste des objets des clients. Vous voyez? Donc, select C from client C where C.code client est égal à ID. C'est comme les SQL. Maintenant, on a le named queries, c'est-à-dire on a plusieurs queries. Ici, on a seulement une seule query, mais ici, on a plusieurs queries. Comme j'ai déjà dit, on va le regrouper dans le arroba, donc la notation named queries. Donc, named queries va contenir plusieurs queries. Donc, voici la première query, donc named query, c'est-à-dire client find by ID, je vais le donner le nom, donc select C from client C.client.id est égal à. Donc je vais aussi une autre named query, c'est-à-dire find by nom. On a aussi find by prénom. Donc c'est de la même façon. Donc car ici on a plusieurs queries, on va les regrouper dans un seul annotation. Donc maintenant, on peut faire cette query-là. On peut utiliser donc une requête nommée GPQL peut également être définie dans un fichier de mappage à l'aide de l'élément named query. Donc on peut faire la même chose que ici dans un autre fichier XML. Donc comme vous voyez ici, named query. Donc on a named query, on a l'attribut name, c'est-à-dire le nom de la query. On va donner par exemple client.findAll qui va retourner la liste de tous les clients. Donc on a named query, c'est un autre query. Donc on va donner, c'est-à-dire les query est égal à select C from client C where C est égal à code client. Et je vais donner ici l'ID de client. On va faire ça. Ici on utilise un fichier de mappage. Donc on n'utilise pas le code Java. Maintenant, le fichier de mappage XML est généralement situé dans le dossier d'application meta-inf et doit être spécifié dans le dossier de persistance.xml. Donc, le fichier de configuration de GPA s'appelle de persistance.xml. Et donc, pour le fichier de mappage XML, donc on doit spécifier le fichier queries. Donc, cet fichier-là, par exemple, si l'on nomme queries, donc on faut le spécifier ici, de le fichier de configuration persistence.xml, de GPA. Donc, comme vous voyez ici, j'ai ajouté meta-inf query. Donc, il ajoute les queries. Donc, ici, comment exécuter une requête nommée. Donc, d'abord, il faut savoir quelque chose. Donc, pour le fichier persistance.xml, on a plusieurs attributs. Par exemple, ici, on a
persistent unit name et on a client EGB et on a transaction type GTA. C'est le persistent unit name, c'est ce qu'on va l'utiliser pour stocker les données, c'est-à-dire pour persister les données. Par exemple, on a ici le client EGB. Et on a GTA Data Source, on va faire ça dans le cours, c'est-à-dire la base de données qu'on va utiliser, c'est-à-dire Java DS Client. On va faire ça dans le cours, donc on va créer un data source pour connecter avec une base de données et pour sauvegarder les données et pour obtenir les données. Maintenant, ici, comme vous voyez ici, on a ajouté la classe métier entities client, car la classe client est une entité. Donc on va l'ajouter ici. Donc ici on a la properties, on a plusieurs properties. Par exemple ici on a la properties name, par exemple c'est une action, c'est-à-dire c'est une Java Persistence Schema Generation Database Action, c'est-à-dire comment on va générer la base de données. Donc à chaque fois qu'on lance le serveur, elle va drop un create, c'est-à-dire elle va supprimer et elle va créer la base de données à nouveau. Donc c'est une propriété de GPA. Donc pour nous, aussi on a le transaction type, c'est-à-dire on a GTE, c'est-à-dire on va utiliser une base de données à distance, c'est-à-dire remote database, et on va le faire ça dans le TP. Donc pour nous, pour comment exécuter une requête nommée, donc d'abord il faut instancier l'entité manager, c'est-à-dire qui va persister les données, c'est-à-dire qui va persister les objets et qui va retourner les objets, trouver les objets. Maintenant, pour faire ça, on va utiliser la notation persistence context. Persistence context permet de faire ça. Maintenant, persistence context, si j'ai plusieurs persistent unit name, il faut spécifier le nom de persistent unit. Mais si j'ai seulement une seule persistent unit, donc c'est pas la peine. Donc il va utiliser cette persistent unit, c'est-à-dire il va utiliser cette base de données située dans Java DS, c'est-à-dire il va utiliser cette data source pour faire la connexion. Donc maintenant, donc la list client, pour retourner la list client, donc j'ai déjà une named query qui s'appelle client par exemple .findAll. Ici, client.findAll. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire c'est-à-dire entité manager .create named query. Donc elle va créer un query. Donc pour obtenir les résultats, donc je vais faire request.getResultList et elle va me retourner la liste des clients. Donc de la même façon, je vais faire find by name, donc string non. Donc elle va mais cette fois ici, donc client.findName accepte le nom comme argument, donc je vais l'ajouter ici, donc m.createNamedQuery et donc .set paramètres nom est égal à nom et je vais retourner le résultat comme la première fonction. Et c'est ça comment on exécute une requête nommée. Donc maintenant on arrive à les named native queries, c'est-à-dire on va utiliser l'SQL, on ne va pas utiliser le GPQL. Donc la notation named native query requiert deux éléments, le nom, requête comme indiqué ci-dessus. Donc aussi on peut utiliser un autre élément, donc c'est le résultat classe. Donc named native query accepte le nom, c'est comme la première annotation named query. Donc nom, c'est-à-dire client find all an order with SQL. Donc on va utiliser l'SQL, native query, c'est-à-dire l'SQL. Donc select étoile from client. Comme vous voyez ici, on a utilisé étoile. Dans la première annotation, on n'a pas utilisé étoile, on a utilisé C, l'objet C, donc on a utilisé select C from client. Client, c'est-à-dire dans la première fois, c'est la classe, mais ici, c'est la table client. Maintenant, donc select étoile from client, donc elle va me retourner une liste. Mais quand je dis result class, c'est de client class, elle va me retourner les résultats en forme des classes des objets client. Donc, comme vous voyez ici, donc de la même façon, si on veut regrouper plusieurs native queries, donc on va ajouter la notation named native queries. Donc
named native query. Et on va ajouter plusieurs choses. Donc ici, mais ici, comme vous voyez, on a named native queries. Donc on a créé une requête client count all with SQL. C'est-à-dire ici, il ne va pas me retourner un classe SQL, il ne va pas me retourner un classe client. Il va me retourner un entier. Et on a ici, il va me retourner find all en order with, il va me retourner des listes des clients. Donc on va voir comment on va faire ça. Donc de la même façon, on peut utiliser on peut utiliser un fichier de mapping, c'est-à-dire un fichier XML. Donc on peut le faire par exemple native queries, named native queries, de la même façon, le nom de la query, client count with SQL, select count as total from client. On peut faire un autre query, une autre requête. Donc, comment je vais faire ça? Donc, le premier exemple, c'est le named native query. Donc, par exemple, comme j'ai déjà dit, j'ai cette native query. Donc, select all from client where non est égal à 1, c'est-à-dire la variable, on va le nommer 1. Donc, pour faire ça dans le Java, donc je vais le faire de la même façon, donc comme j'ai déjà dit. Donc, je vais créer une annotation named native query. Donc, client était .find between with SQL et je vais donner la requête et donc le type de résultat. Donc, il va me retourner des classes. Donc, je vais le spécifier. Donc, result class est égal à result.class. Donc, comment je vais faire l'appel? Donc, comment je vais appeler cette query. Donc, je vais faire un point create named query est égal à client find by name with SQL, par exemple, et je vais donner le paramètre, par exemple, 1, c'est-à-dire comme je le nommé 1, et je vais le donner 1 est égal à non, c'est-à-dire le nom, et je vais retourner le résultat. Maintenant, par exemple, ici, on a le résultat, c'est du type list client. Par exemple, ici, c'est pour c'est un autre exemple, c'est client find between ID with SQL, c'est-à-dire select étoile from client where code client between le variable 1 et le variable 2, c'est-à-dire maintenant pour le native name native query, donc de la même façon select étoile client where code client between 1 et 2, donc pour retourner pour obtenir le résultat, je vais par exemple faire la même chose. Donc, create named query, client.find between with SQL. Je vais donner la variable 1, je vais donner la variable 2. Donc, et je vais retourner le résultat grâce à la fonction getResultList. Maintenant, si je veux retourner, et si je retourne la liste des clients, maintenant, si je veux retourner un entier, c'est-à-dire je vais faire count. Maintenant, j'ai la requête select count étoile as total from client. Maintenant, je vais retourner le nombre des clients que j'ai dans la base de données. Donc, pour faire ça dans le fichier XML, je vais utiliser ça. Donc, pour faire ça dans la Java, donc dans la classe, si j'utilise la notation named query. Donc, comment je vais les faire? Donc, name, c'est-à-dire client.count as all with SQL, je vais donner un nom. Et maintenant, pour la query, donc c'est la même que dans le fichier XML. Donc, select count as total from client. Regarde ici que je n'ai pas spécifié le result class. Ici, j'ai spécifié le result class parce que je vais retourner le résultat comme un classe Java, comme des objets de classe Java Client. Mais ici, non, car je vais retourner un entier. Donc, pour faire ça, donc, il faut créer comme d'abord EM Entity Manager Create Named Query. Donc, je vais l'appeler cette query. Donc, client.count all with SQL. Et je vais utiliser la fonction getSingleResult parce que j'ai seulement un entier. Donc, result.int.value. Donc, il va me retourner
un entier. Et je vais faire le cast, donc big integer, et je vais enregistrer le résultat dans la variable totale. Et je vais retourner total. Parce que ici, il va me retourner seulement une ligne dans la base de données, get single result. Et je vais faire le point, int value. D'accord? Maintenant, voici un exemple. Par exemple, ici, j'ai la table personne. Donc, j'ai la table personne, donc je vais ajouter la notation entité. C'est obligatoire. Donc, pour dire que cette classe, je vais le persister dans la base de données. Donc, personne, je vais ajouter l'entité. Je vais ajouter la notation table. C'est pas nécessaire car la table, car la classe personne, il a le même nom que la table personne. Donc, c'est pas nécessaire. Donc, par exemple, ici, j'ai la propriété ID. Donc, ID, c'est l'ID dans la base de données. Donc, je vais ajouter la notation ID. Oui, c'est obligatoire. Donc, je vais ajouter le generated value. C'est-à-dire, je vais donner la stratégie. Aussi, c'est la stratégie. Ici, j'ai donné auto. Donc, je vais ajouter la notation colonne. Donc, je peux l'ajouter pour dire, par exemple, ici, la base, aussi j'ai l'attribut dans la base, ici j'ai l'attribut de la base de données et ID en majuscule. Mais dans le classe, j'ai en minuscule. Donc, il faut le spécifier dans la notation colonne. Et j'ai le nullable, c'est-à-dire nullable false, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être nul. Donc, de la même façon, j'ai la version. Donc, la version désigne le champ qui sert à gérer les accès concurrents à une même ligne de la table. Donc, j'ai la version ici en majuscule et ici en minuscule, donc je dois le définir. Nullable est égal à false. Donc, même si pour le nom, j'ai déclaré le nom. Donc, j'ai ajouté l'attribut length, c'est-à-dire il ne peut pas dépasser 30. Nullable false et unique est égal à true, c'est-à-dire unique. Donc, la table colonne, c'est donc pour le prénom de la même façon. Pour le date, j'ai ajouté, on a un autre annotation qui s'appelle temporal, c'est-à-dire on va utiliser, je vais enregistrer la date de naissance dans la base de données comme un type date. Vous voyez, et j'ai utilisé la notation colonne pour spécifier le nom de l'attribut de la base de données. Et donc, c'est de la même façon pour colonne Marie, de la même façon pour le nombre des enfants. Le nombre des enfants, donc nullable, j'ai ajouté la notation colonne, donc j'ai ajouté le nom, et nullable est égal à false, c'est-à-dire il ne peut pas être nul. Donc maintenant, pour un entité, il faut déclarer quelque chose. Il faut déclarer un constructeur sans argument. Et il faut déclarer aussi les getters et les setters. Et pour un constructeur de la classe, on notera que les champs ID et version ne font pas partie des paramètres. En effet, ces deux champs sont gérés par la couche GPA et non par l'application. Donc, il faut d'abord un constructeur sans argument et un constructeur, par exemple, avec les arguments, mais on ne va pas ajouter l'ID et la version parce que en effet, ces deux champs sont gérés par la couche GPA. Donc, par exemple, l'ID, on a dit que c'est generated value, c'est-à-dire il va le générer automatiquement. Donc, on ne peut pas le mettre dans le constructeur. Maintenant, la création d'un EGB, EGB session pour manipuler le bin d'entité. Le bin d'entité n'utilise que pour le mapping. Pour réaliser des opérations avec le bin entité, il faut développer un EGB session qui va encapsuler la logique des traitements à réaliser avec le bin entité. Donc on va faire ça dans le TP. Donc le modèle de base de données relationnelle. Donc maintenant, on arrive à clé primaire composée. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une classe, par exemple, personne qui est pas l'ID, mais qui a deux champs qui sont les deux clés primaires. Par exemple, le nom et le prénom, ce sont les deux clés primaires.
Donc le modèle de base de données relationnelle permet à la définition d'une clé primaire composée de plusieurs colonnes. Comme j'ai déjà dit, plusieurs colonnes, par exemple le nom et le prénom. L'API Java Persistence propose deux façons de gérer ce cas de figure. Donc on a soit on va utiliser la notation @idClass, soit la notation @embeddedID. Donc on va voir les deux exemples. Donc la notation idClass s'utilise avec une classe qui va encapsuler les propriétés qui composent la clé primaire. Cette classe doit obligatoirement être sérialisable et possède un constructeur sans argument et fournit une implémentation dédiée des méthodes equals et hashcode. On va voir un exemple. Par exemple ici, on a le classe primary key. Exemple de clé primaire est composé de champs nom et prénom. Comme j'ai déjà dit, par exemple, j'ai une personne qui a deux champs qui sont les clés primaires, nom et prénom. Donc, comment je vais faire ça? D'abord, je vais créer une classe de type primary. On va le nommer par exemple classe personne primary key, classe personne PK. Donc, comme j'ai déjà dit, il faut implémenter l'interface serializable. Donc, on va implémenter la classe serializable. Donc, private, on va donner private string nom, private string prénom. Mais d'abord, comme j'ai déjà dit, il faut créer un constructeur sans argument. Donc, comme on a ici un constructeur sans argument, on peut créer un constructeur avec des arguments. Et on a toujours les getters et setters. Mais, comme j'ai déjà dit, il faut implémenter les deux fonctions, hashcode et equals, comme on va faire ici. Il faut ajouter les deux et il faut implémenter les deux fonctions, donc la fonction equals et la fonction hashcode. Maintenant que nous avons fait ça, donc la notation idClass possède un seul attribut, c'est la classe. Donc la classe qui encapsule la clé primaire composée. Donc il faut utiliser la notation idClass sur la classe de l'entité. Donc on va voir ça dans l'exemple. Il est nécessaire de marquer chacune des propriétés de l'entité qui compose la clé primaire avec la notation ID. Ces propriétés doivent avoir le même nom de l'entité et de la classe qui encapsule la clé primaire. Donc, comme vous voyez ici, voici l'exemple. On a la classe personne. On a ajouté l'entité, c'est-à-dire on a ajouté la notation entité. Mais ici, on a ajouté la notation idClass. Car l'idClass, on va utiliser la notation idClass sur la classe de l'entité. Donc, on va ajouter la notation idClass. Et comme nous avons déjà dit, l'idClass, la notation idClass, possède un seul attribut, c'est la classe. Donc, c'est la classe. On va utiliser quelle classe? On va utiliser la classe personne PK primary key que nous avons déjà créée. Donc, on va utiliser la notation idClass avec la classe personne primary key. Et on va faire de la même façon. On va créer une classe de la même façon. Mais ici, il faut ajouter la notation ID sur l'attribut propriété personne, la propriété prénom, la propriété nom. Vous voyez? Et c'est tout. Maintenant, et remarque, il n'est pas possible de demander la génération automatique d'une clé primaire composée et les valeurs de chacune des propriétés de la clé doivent être fournies explicitement. La classe de la clé primaire est utilisée notamment lors de la recherche. Donc, si je veux faire une recherche, donc par exemple, il faut instancier une classe, par exemple, personne primary key est égal à clé personne, new personne primary key, je vais donner le nom et le prénom. Donc, si je veux chercher cette personne, donc je vais entité manager.find et je vais donner la classe de personne et je vais donner la clé de la personne, car la clé de la personne ici est composée de le nom et de prénom. Donc maintenant, on a arrivé à la notation embedded ID. Donc il y a deux façons de faire ça, soit l'ID de classe, soit embedded ID.
Donc pour embedded ID s'utilise avec la notation embeddable. Donc on va faire comme le premier exemple. Donc on va créer un classe qui s'appelle personne prémédiquée. Mais ici, on a ajouté la notation @embeddable. Dans la première partie, on n'a rien ajouté. On a seulement classe personne prémédiquée, on a implémenté. Mais ici, il faut ajouter embeddable. Vous voyez? Donc, embeddable. Donc, je vais faire de la même façon. Donc, personne prémédiquée, implémente l'interface serializable. Donc, je vais aussi créer un constructeur son argument, un constructeur par exemple avec les deux arguments nom et prénom, les setters, getters, et je dois implémenter la fonction equals et la fonction hashcode. Donc, pour utiliser embeddable, donc c'est simple. Donc d'abord la classe, donc d'abord il faut créer la classe personne, implémenter serializable comme toujours, ajouter la notation entité pour dire que cette classe est une entité. Donc comment je vais le faire? C'est pas comme le premier exemple. Le premier exemple, j'ai ajouté les deux champs, nom et prénom, mais c'est non. Je vais ajouter la classe personne prémédiquée, un objet de cette classe, et je vais ajouter la notation embedded ID, comme vous voyez ici. Donc, private person primary key est égal à clé primaire. Dans le premier exemple de ID class, j'ai ajouté les deux propriétés, nom et prénom. Mais ici, je vais ajouter l'objet, c'est-à-dire l'objet personne primary key que j'ai déjà créé ici. Vous voyez? Donc, maintenant, la classe qui encapsule la clé primaire est utilisée notamment dans des recherches. Donc, de la même façon que le premier exemple, donc personne prémédiquée est égal à clé personne. Donc, new personne prémédiquée est égal, je vais donner le nom et le prénom. Donc, pour chercher un personne, je vais utiliser cet objet clé personne de la classe personne prémédiquée. Donc, maintenant, la notation. Donc maintenant, on arrive à la notation attribute overrides. Attribute overrides est une collection d'attributs. Donc c'est une collection d'attributs de attributs override. Ces annotations permettent de ne pas avoir à utiliser la notation column dans la classe de la clé ou de modifier les attributs de la notation dans l'entité qui est le même en œuvre. Je vais expliquer comment ça se passe. Donc la notation attribute override possède plusieurs attributs. Donc le nom et le colonne. Donc le nom précise le nom de la propriété de la classe d'un briquet. On a le colonne précise la colonne de la table associée à la propriété. Donc, par exemple ici, j'ai supposé que quand j'ai créé la classe personne, j'ai supposé que l'attribut de la base de données s'appelle nom, par exemple nom minuscule, et que s'appelle prénom minuscule. Mais si j'ai dans la base de données, le nom est majuscule, le nom de l'attribut de la base de données, le champ de la base de données est majuscule, et le champ de le prénom est majuscule. Comment je vais le faire? C'est ça pourquoi j'utilise l'attribute override. Donc je vais utiliser l'attribute override. Donc attribute override, je vais donner le nom, c'est-à-dire le nom de la clé, le nom de l'attribut que j'ai, c'est-à-dire nom, mais le nom de la champ de la base de données, c'est column, comme vous voyez, column name est égal à nom, en majuscule. C'est comment on va faire le mapping avec la base de données, comme vous voyez. Donc maintenant, la notation Java persistent temporelle. J'ai déjà dit pourquoi on l'utilise. Donc permet de définir des informations complémentaires sur la façon dont les propriétés encapsulent les données temporelles. Donc par exemple, date, calendar, datetime, etc. sont associés aux colonnes de la table date, time ou timestamp. La valeur par défaut est timestamp.
Donc, comme j'ai déjà dit, donc par exemple ici, j'ai la date, heure de naissance. Donc, comment je vais l'enregistrer dans la base de données? Je vais utiliser temporel type, donc le temps, c'est un time. Si je veux la date, je vais écrire la date. Si je veux timestamp, et etc. Donc, l'API Java Persistence permet de mapper des colonnes qui concernent des colonnes de type plus complexe que le type de base tels que les champs blob, globe ou des objets. Donc, la notation lob permet de mapper une propriété sur une colonne de type blob ou globe selon le type de la propriété. C'est-à-dire quoi blob? Pour les tableaux de bits de type bit, c'est-à-dire bit ou des bytes ou des objets sérialisables. Donc, globe pour les chaînes de caractères et les tableaux de caractères ou caractères. Fréquemment, ce type de propriété est chargé de façon lazy. C'est-à-dire quoi lazy? On a lazy et eager, c'est-à-dire lazy, il ne va pas charger l'information maintenant, mais il va le charger si on l'utilise, si on veut l'utiliser. Donc, ici par exemple, j'ai lob est égal, j'ai une photo par exemple de type JPEG, donc lob basic fetch type lazy, c'est-à-dire quand je vais obtenir l'objet, c'est-à-dire depuis la base de données, je ne vais pas charger la photo maintenant. Il va me charger la photo après. Si je veux l'utiliser, donc si je veux par exemple personne.getPhoto, il va me retourner la photo. Mais si j'écris pas getPhoto, il va pas me retourner la photo. C'est pour ça, c'est la lazy. Donc, la notation enumerated permet d'associer une propriété de type énumération à une colonne de la table sous la forme d'un numérique ou d'une chaîne de caractères. Donc, cette forme est précisée en paramètres de la notation grâce à l'énumération enumtype qui peut avoir comme valeur, par exemple, enumtype ordinal, valeur par défaut ou enumtype string. Donc, comme vous voyez ici, genre donne femme, homme, inconnu. Et donc, pour faire ça, donc, je crée un type genre de type enum et je vais ajouter la notation enumerated enumtype string. Donc, c'est facile là. Donc, c'est facile. Et donc, maintenant, le modèle objet, c'est-à-dire on veut faire la mapping d'une entité sur plusieurs tables. On va le faire. C'est comme la jointure. Donc, le module d'objet. On a le module d'objet et le module relationnel. À ceci, ne correspondent pas toujours, car les critères de conception ne sont pas forcément les mêmes. Ainsi, il est courant d'avoir une entité qui mappe des colonnes à plusieurs tables. Donc, par exemple, la création de la table adresse utilisée dans cette section. Par exemple, si je veux créer la table adresse, donc voici la requête SQL. Donc, créer table address. Donc, d'abord, j'ai l'ID de l'adresse qui est un intègre, ce qui est un entier non nul. Et j'ai le rue, donc varchar non nul. J'ai le code postal non nul, j'ai la ville non nulle, le char non nul, et je déclare que le ID address c'est le primary key. Donc, je vais insérer les valeurs suivantes dans l'adresse. Donc, c'est simple, c'est un code SQL simple. Donc la notation secondary table permet de préciser qu'une autre table sera utilisée dans le mapping. C'est-à-dire, je vais utiliser une autre table pour le mapping. Pour utiliser cette fonctionnalité, la console table doit posséder une jointure entre sa clé primaire et une de plusieurs colonnes de la première table. Donc, la notation secondary table possède plusieurs attributs. Donc, elle possède le nom, la catalogue, schéma et pk join column key, on va l'utiliser, et une X constraint. Donc, la notation primary key join column permet de préciser une colonne qui compose la clé primaire de la seconde table et entre dans la jointure avec la première table. Elle possède plusieurs attributs. Il y a le nom,
le referenced column name et il y a le column definition. Il est nécessaire pour chaque propriété de l'entité qui est mappée sur la console table de renseigner le nom de la table dans l'attribut table de la notation colonne. Donc voici un exemple. Donc comme vous voyez ici, j'ai une personne adresse. C'est-à-dire j'ai une personne avec l'adresse. Donc d'abord, il faut ajouter la notation entité. D'abord, on a la notation table, parce que on a le nom de la table, c'est personne, mais la classe s'appelle personne adresse. Donc, il faut ajouter la table, c'est-à-dire le nom de la table. Maintenant, le secondary table. Comme nous avons déjà dit, il a un argument de type name, c'est-à-dire le nom de la table dans la base de données. Le nom de la table ici, c'est adresse, comme nous avons déjà créé. C'est l'adresse, comme vous voyez ici. C'est l'adresse. Donc, pk join column. Comment je vais faire la jointure entre les deux tables? Donc, primary key join column, c'est le nom, c'est le ID adresse. Donc, la classe, donc la table personne, doit avoir un ID qui s'appelle ID adresse. Comme vous voyez ici. Donc voici comme vous voyez ici, on a l'ID. Donc je vais ajouter la notation ID pour dire que l'ID c'est l'ID, le generated value, donc basic. Donc ici c'est le prénom, donc basic fetch type lazy, c'est-à-dire il ne va pas le charger maintenant, il va charger quand je l'ai besoin. Donc optional est égal à false. Fetch type eager, c'est-à-dire par défaut c'est eager, c'est-à-dire il va charger. Donc j'ai le nom, donc j'ai le rue. Maintenant le rue, c'est pas un attribut de personne, mais c'est un attribut de la table adresse. Donc j'ai le column name rue, c'est la table adresse. Donc d'abord le name rue, donc comme j'ai déjà dit, dans la base de données, le champ c'est en majuscule, mais ici on a une minuscule. Donc il faut spécifier le nom. Donc de la même façon, j'ai le code postal donc de la table adresse et la ville de la table adresse. Et donc ici j'ai un constructeur, son argument, comme on fait, il faut l'ajouter. Donc maintenant, si le mapping d'une entité mise en œuvre plus de deux tables, il faut utiliser la notation secondary table. Par exemple, si j'ai plusieurs tables, comment je vais le faire? Je vais les regrouper dans une annotation qui s'appelle secondary table, qui est une collection d'annotations de secondary table. Comme vous voyez ici, j'ai l'entité, la table personne, mais j'ai deux secondary tables, donc je vais le regrouper dans une seule entité, une seule annotation, donc secondary tables. Donc secondary tables name address, donc pk join columns, donc arrobas primary key join key, c'est le name id address, mais j'ai un autre secondary key, donc je vais donner le nom, c'est-à-dire info personne, et on a le pk join column, c'est-à-dire comme la première secondary table, donc arrobas primary key join column, et je vais donner le nom de la clé primaire et je vais déclarer la classe personne.